Ce sont des images du plus grand camp de réfugiés de Gaza qui a été bombardé aujourd'hui. Et donc, ce bombardement semble quand même confirmer l'essence même de l'offensive israélienne. Est-ce que les Alliés peuvent encore convaincre le gouvernement Netanyahou de privilégier la voie diplomatique pour en arriver à la libération des otages? Il y a un dilemme très important ici. Et d'ailleurs, on apprenait il y a quelques minutes à peine que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra de nouveau en Israël vendredi. Alors, j'en ai parlé plus tôt avec Alain Boer, professeur de criminologie et auteur du livre « Au commencement était la guerre ». On l'écoute. Alain Boer, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Nouvelle attaque importante sur Jabalia, un camp de réfugiés, de très nombreux morts. Où en sommes-nous, selon vous, dans la stratégie israélienne de répliquer de cette manière dans la bande de Gaza? Alors d'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie israélienne. Depuis plusieurs semaines, il y a un doute sur l'existence d'une stratégie israélienne. Il y a d'abord eu une opération visant à empêcher un transfert d'une quarantaine d'otages qui a justifié les premiers bombardements sur la frontière et qui a plutôt bien fonctionné, ce qui a permis de les récupérer et d'éviter qu'ils partent à Gaza. Ensuite, il y a eu de la revanche, de la vengeance, de l'émotion, on bombarde pour bombarder en attendant de savoir ce qu'on va faire. Enfin, il y a eu un débat, incursion, aller et retour rapide, invasion, aller et retour plus structuré, et puis occupation, c'est-à-dire une capacité à reprendre le contrôle du territoire, malgré les leçons du passé qui avaient montré à quel point il était difficile de tenir Gaza, ce qui avait justifié d'ailleurs le départ de l'armée israélienne et le démantèlement des seules colonies qui existaient sur le territoire de Gaza. Donc pour l'instant, il y a des évolutions tactiques, des mouvements qui apparaissent pour certains désordonnés et d'autres extrêmement ciblés, notamment pour l'identification des postes de commandement, des quartiers généraux, des réserves, des localisations des postes de commandement du Hamas en surface et en sous-sol, beaucoup d'ailleurs malheureusement cachés derrière ou en dessous d'installations hospitalières, de logements, voire de mosquées, ce qui n'est pas une surprise, qui est bien connue depuis assez longtemps. Et puis, évidemment, toute une série de dommages de plus en plus collatéraux, à tel point d'ailleurs que de temps en temps, on se demande si le dommage collatéral n'est pas plus important que l'objectif initial. Et il y a un grand débat à l'intérieur de l'armée israélienne, à l'intérieur du cabinet de guerre, et chez les experts militaires eux-mêmes dans la presse israélienne, qui indiquent à quel point ils ont du mal à cerner ce qu'est justement l'objectif stratégique. Et puis, un événement inédit en Israël, la puissance de la mobilisation des familles d'otages. D'abord, il n'y en a jamais eu autant. Et ensuite, il pèse énormément en se trouvant devant le quartier général de Tsahal, l'armée d'Israël, en exigeant que cet objectif redevienne un objectif prioritaire au-delà même de ce que le gouvernement d'Israël essaye de faire. Donc, il est difficile de déterminer ce qu'est la stratégie de l'armée d'Israël. Peut-être y verra-t-on clair dans quelques mois ou quelques années. Pour l'instant, c'est plutôt désordonné. Avec ce que je comprends, prenons le premier point de la stratégie ou non militaire. On parlera des otages dans un instant. Mais le vote en guerre de Netanyahou pour éradiquer le Hamas, décapiter le Hamas, est-ce que ça peut être, au fond, selon ce que vous dites, plus périlleux pour Israël et pour Netanyahou que les lendemains de l'attaque du 7 octobre? Plutôt que, en fait, il ne choisit pas le chemin de la paix, ni de la négociation, ni de la diplomatie, là. Ah non, mais ça n'a jamais été son point de vue. Il n'a jamais même fait semblant de choisir aucun de ces trois options. Il a été élu, d'ailleurs, sur ce programme-là. De ce point de vue-là, on ne peut pas lui faire le reproche d'être ce qu'il est, d'avoir été élu sur ce qu'il propose et d'être sur une position extrêmement dure. Et puis, dans n'importe quel pays du monde, après 10, 50 ou 100 Bataclan, des milliers de morts dans des conditions absolument horribles, la réaction de la population est une réaction naturellement et toujours de vengeance et de revanche. Et donc, le problème, c'est de maîtriser la vengeance et la revanche pour calculer, quand on fait de la politique au sens de l'État, de la défense de l'État et de la nation, il est personnellement responsable. Il a d'ailleurs reconnu de l'état d'impréparation, de division,
d'incapacité de l'armée d'Israël à anticiper et à réagir dans les premiers temps montre à quel point il y a, de ce point de vue-là, une très importante difficulté. Oui. Le vrai sujet aujourd'hui, il est l'après. Après ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, on a eu l'État islamique, c'est-à-dire pire. Après, on a toujours pire, on a rarement mieux, car il n'y a pas de solution politique derrière la revanche et la vengeance militaire. Ouais, parce que donc, tant qu'elle n'apparaît pas, on ne sait pas ce qu'est la position d'Israël. Et vous avez raison, sa situation sera plus périlleuse après qu'avant. Parce qu'il n'a pas écouté, semble-t-il, l'appel à la retenue du début du conflit de Stoltenberg, les appels à des trêves humanitaires, non pas un cessez-le-feu, mais trêve, le temps de laisser entrer de l'aide humanitaire. Il y a cette fameuse question du carburant. Puis encore aujourd'hui, son conseiller à la sécurité, on va l'écouter, si vous voulez bien, puis on va commenter tout de suite après. דפנו יום-יום ושעה-שעה לאורך כל הימים האלה את הניסיון לשכנע אותנו לאפשר להכניס דלק. דלק זה חמצן בעורקים של הרוצחים. הדלק למעשה משמש כמאפשר חשמל, והחשמל מאפשר את מסנני האוויר במנהרות, ואם אין חשמל, ואם אין דלק, הם יצופו מעל פני השטח, ואז יקל עלינו להרוג אותם. Alors, votre réaction, c'est une position très dure. Là, on va les faire sortir dans le fond des souterrains. Ça va être plus facile pour nous de les tuer. Mais pendant ce temps-là, il y a une crise humanitaire incroyable. Très difficile à voir les images. On parle de plus de 8000 victimes dans la population civile, des enfants, des familles. Qu'en pensez-vous? Alors, d'abord, il faut se remettre dans un moment assez simple. Moi, j'ai une position assez simple. C'est un cadavre d'enfant ou un cadavre de civil est insupportable quel qu'il soit et qui qu'en ait été l'origine dès lors qu'il y a son existence. Mais dans l'affaire que nous voyons, le premier élément, il est le fait générateur. Le fait générateur, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre commence par un massacre et il y a une réaction à ce massacre et cette réaction est sans retenue. Elle est sans retenue. Et l'histoire d'Israël est que quand il considère que l'existence même de l'État, et dans ce cas précis même de la nation israélienne, est menacée, il n'écoute personne. Il faut un temps très important pour reprendre la situation. Et quand je parle à mes amis israéliens, même les plus modérés, la plupart d'entre eux sont encore relativement hystériques sur l'effet secondaire à la fois de ce qui s'est produit le 7 octobre et de la visibilité que fort heureusement vous ne présentez pas à vos téléspectateurs parce que moi qui ai une quarantaine d'années d'expérience sur le sujet, j'ai eu le plus grand mal à regarder et à ne pas tout regarder d'ailleurs de ce qu'a été le massacre pogrom du 7 octobre. Donc il y a un effet réactif. Et vous auriez la même situation au Canada, qui est un pays civilisé et hautement civilisé. Je crois que s'il avait été perpétré par un de ses voisins, il est à peu près certain que la réaction populaire et probablement la réaction militaire aurait été relativement puissante, voire même brutale. La vraie question, elle est de la capacité à arrêter de considérer que l'ensemble des Palestiniens sont des militants et des agents du Hamas, car une partie très importante d'entre eux sont les otages du Hamas. Et ça, c'est très compliqué à faire entendre aux Israéliens, de la même manière que les colons, dont l'état d'excitation et d'exaltation les amène maintenant à attaquer des Arabes israéliens, dont certains ont été des héros du 7 octobre, en sauvant des vies, notamment le système hospitalier israélien fonctionne beaucoup avec des populations d'Arabes israéliens, de citoyens arabes israéliens, dont certains sont considérés comme des héros par les Israéliens eux-mêmes pour en avoir sauvé beaucoup, qui sont morts en protégeant des Israéliens attaqués notamment lors de la Rave Party. Il y a là une immense difficulté à faire redescendre la pression interne à Israël. Et vous avez pu noter que lors du seul sondage qui a été effectué sur faut-il d'abord sauver les otages ou faut-il d'abord éradiquer le Hamas, la majorité de la population israélienne est pour sauver les otages et donc entrer dans une logique de négociation, voire même de cesser le feu ou de pause dans les combats. Ça n'est pas la posture du gouvernement Netanyahou qui joue sa vie politique parce que le protecteur du peuple d'Israël a été le générateur par la crise politique qu'il a lui-même créée dans sa guerre contre sa propre cour constitutionnelle, de l'affaiblissement de l'armée, de la grève des réservistes et de l'incapacité à anticiper un événement dont il apparaîtra quand la commission d'enquête israélienne sera menée, il y en aura une, que tout était su et rien n'a été compris. Je veux dire que c'est même pire que l'opération russe en Ukraine. À ce point d'information connue,
l'incapacité d'anticiper cette affaire est un désastre politique. Et je crois qu'il y a aussi une partie de va-tout politique dans ce que fait M. Netanyahou, ce qui quelque part est pire. Mais il faut prendre en considération l'élément générateur, le 7 octobre, et l'horreur du 7 octobre dans une population traumatisée, sidérée, dont une partie veut sauver ses otages et dont l'autre partie veut se venger. J'ai une dernière question pour vous, parce que dans l'attaque aujourd'hui de Jabalia, Israël prétend avoir tué Ibrahim Biyar, qui serait l'un des cerveaux. Ça, c'est un premier élément de ma question. Par ailleurs, vous avez évoqué les colons israéliens, ou les colons juifs en Cisjordanie qui s'attaquent aux Arabes israéliens. On nous dit, on apprend, je ne sais pas si c'est vérifié, qu'il y aurait 1700 Palestiniens là, qui auraient été arrêtés en Cisjordanie. On soupçonne qu'il y en a à peu près 700 militants du Hamas. Est-ce que ça met de la pression sur la libération des otages? Non, la libération des otages, elle se fait par le Qatar, par des voies qui sont extrêmement claires, qui avancent très progressivement, qui sont soumises à des allers et retours. Il y a un jeu de la politique des otages, car il y a un opérateur principal dans cette affaire qui est à Téhéran et qui est le grand vainqueur de l'ensemble de cette opération et qui sera le grand vainqueur à la fin de cette opération, quoi qu'il arrive, puisqu'il a réussi à détruire probablement les accords d'Abraham, à casser toute possibilité pour longtemps d'une relation de confiance entre Israël, ceux qui restent de l'autorité palestinienne et les populations gazaouis, la rue arabe, et vous l'avez vu probablement chez vous comme chez nous et aux États-Unis, une intense émotion dans la population civile par rapport à ce que les Gazaouis subissent comme protecteurs, en fait, protecteurs humains des meurtriers terroristes du Hamas, puisque le terrorisme n'est pas simplement une qualification politique, c'est un acte criminel visant à tuer des innocents de manière délibérée qui peut devenir un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Donc on est sorti des pudeurs de jeunes filles pour qualifier les choses, mais en la matière, il y a un concours très dangereux entre la volonté de vengeance israélienne et l'incapacité à trouver une solution politique malgré les tentatives désespérées du gouvernement américain d'un côté. Mais il y a encore des options de libération des otages qui continuent à se faire. Dimanche, il y avait encore l'ancien patron du Mossad et l'actuel patron du Mossad qui étaient à Doha. Ils n'y sont pas allés pour visiter l'exposition locale. Non, c'est certain. Alors, gardons espoir. Alain Bauer, merci de nous avoir parlé ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de criminologie et auteur du livre « Au commencement était la guerre » avec une nouvelle édition. Et en exergue, c'est écrit « L'enfer qui nous attend ». Merci, Alain Bauer. Avec un point d'interrogation. Oui. On nous donnera la réponse la prochaine fois. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.